Parce qu'elle respecte davantage celui qui l'ignore que celui qui l'adore. Pourquoi le silence d'un homme provoque-t-il plus de désir que ses déclarations? Et pourquoi en donnant tout, perd-il justement ce qu'il voulait conquérir? Traite une femme comme si elle était tout et elle te traitera comme si tu n'étais rien. Cette phrase a déjà été répétée à l'infini dans les recoins amers d'Internet, mais elle résonne avec quelque chose de plus profond, quelque chose que la philosophie a tenté d'expliquer, mais que l'expérience confirme avec douleur. Schopenhauer, avec son pessimisme aiguisé comme un rasoir, n'a pas romantisé l'amour. Pour lui, ce sentiment sublime n'est qu'une illusion de la nature, une stratégie brutale pour nous manipuler, nous enchaîner à la souffrance, à la dépendance, à la dégradation volontaire. Mais et si derrière sa froideur, sa distance, ce geste qui ne se livre pas, existait une forme obscure de pouvoir? Et si l'homme qui refuse de tourner autour de la femme devenait pour elle une énigme irrésistible et, paradoxalement, un objet d'adoration silencieuse, tu l'as déjà ressenti? As-tu déjà été celui qui a tout donné et a quand même perdu? Ou as-tu été celui qui ne s'est pas soucié et qui est soudain devenu inoubliable? Il y a quelque chose de cruel dans ce mécanisme, comme si la bonté était punie, comme si l'affection quand elle s'offre en excès devenait invisible. Mais il ne s'agit pas seulement de manipulation, c'est plus subtil, plus primitif. C'est une danse entre vulnérabilité et pouvoir, entre désir et rejet, où l'absence s'avère plus séductrice que la présence et où ce qui s'échappe vaut plus que ce qui demeure. Elle dit qu'elle veut être aimée, qu'elle cherche la stabilité, les soins, la réciprocité. Mais quand tout cela lui est offert, quelque chose en elle se refroidit. Tu le remarques dans son regard, dans la voix qui change de ton, dans le message qui tarde à répondre, dans la trace d'indifférence qu'elle laisse quand elle se rend compte qu'elle te possède déjà. Et alors surgit le paradoxe. Elle ne veut pas de celui qui l'adore, elle désire celui qui la défie. L'homme qui l'ignore devient sans s'en rendre compte l'autel de son obsession, non pas parce qu'il est meilleur, mais parce qu'il est différent, parce qu'il refuse d'être domestiqué. Cette vidéo ne traite pas de tactique de séduction. Il ne s'agit pas de gagner en amour, il s'agit de comprendre la psychodynamique souterraine du désir humain avec tous ses labyrinthes, traumatismes et répétitions inconscientes. Il s'agit d'un type de femme, pas toutes, mais beaucoup, dont l'identité est entremêlée avec le pouvoir de conquérir ce qui résiste. Et il s'agit du type d'homme qui en ne s'inclinant pas devient mythique, même sans le vouloir. Schopenhauer écrivait que les femmes sont le sexe choisi par la nature pour séduire, mais pas pour aimer. C'est une phrase qui dérange, provoque, mais peut-être ne pointait-il pas la méchanceté féminine, mais le théâtre inévitable de l'instinct. Ce que tu vas entendre ici est un murmure existentiel entre raison et délire, une invitation à la lucidité amère, un miroir peut-être fissuré, peut-être trop révélateur. Es-tu prêt à affronter le vide derrière le désir? Alors ferme la porte. Oublie le monde l'adore. Et viens avec moi. Marchons parmi les décombres de l'amour, où l'affection est faiblesse, l'affection s'ignore et l'absence, la bénie absence, devient le seul geste qu'elle n'arrive jamais à oublier. Elle entre dans la pièce comme si le monde avait répété pour sa présence. Les rires l'entourent, les éloges se déposent à ses pieds, les mots tournent comme des planètes autour de son apparence, de sa voix, de sa féminité performative. Et pourtant, elle ne voit aucun d'entre eux. Ses yeux cherchent le seul qui ne l'a pas regardé. L'homme qui l'a ignoré devient en cet instant le point de gravité de tout son univers intérieur. Tu as déjà été là. Tu as déjà été celui qui a voulu montrer un intérêt sincère, qui a complimenté, qui a souri, qui s'est rendu présent et avec ça s'est évaporé de sa mémoire. Mais peut-être qu'un jour sans le vouloir tu ne l'as pas remarqué. Peut-être es-tu passé à côté par négligence ou par vrai désintérêt. Et à ce moment-là elle s'est retournée et n'a plus cessé de t'observer. Ce n'est pas seulement de la séduction, c'est de la liturgie. Il existe un rituel primitif et caché qui se déroule dans ces dynamiques silencieuses. Et dans ce rituel, le désir n'est pas provoqué par la présence, mais par la résistance à la présence. Elle ne veut pas seulement être choisie, elle veut vaincre. Et pour vaincre elle a besoin d'un adversaire, pas d'un dévot. Schopenhauer dans sa vision acide de la vie, disait que l'amour est une illusion créée par la volonté, cette force aveugle qui nous traîne sans logique. Il croyait que tout ce qui se présente comme beauté, passion ou romance est en réalité un déguisement évolutif. Et quand le philosophe souligne que l'amour est souffrance déguisée en plaisir, il ne parle pas seulement de désillusion, il parle de la mécanique brutale de l'instinct, d'une nature qui ne se soucie pas de l'affection, mais du jeu de force. Et où il y a des forces, il y a du théâtre.
Un théâtre où la femme a appris très tôt que sa valeur réside dans sa capacité à être désirée et non pas à aimer. La société lui a enseigné à être le centre, à séduire, à être recherché, à être poursuivi. Mais que se passe-t-il quand l'autre ne poursuit pas? Le scénario s'effondre et dans cet effondrement d'attente, quelque chose s'allume en elle. Un instinct primitif, presque animal, de reconquérir le contrôle du récit. Elle a besoin qu'il la regarde, qu'il réponde, qu'il dise, ne serait-ce qu'avec les yeux, « Tu m'affectes ». Mais son silence est un miroir qui ne reflète pas et cela pour elle est intolérable, parce que l'homme qui la regarde livre du pouvoir, mais l'homme qui l'ignore, celui-là la fait se voir d'une façon qu'elle ne supporte pas, comme si le regard de l'autre disparaissait, comme si son existence émotionnelle dépendait de la conquête. C'est pourquoi le désir se déplace, cesse d'être pour celui qui la désire et se fixe sur celui qui la rejette. Et le plus cruel, l'homme ne joue pas toujours, parfois il n'est vraiment pas intéressé, mais c'est justement cela qui le rend si magnétique. Il est absent d'intention. Il ne veut pas séduire et c'est pour cela qu'elle le désire, parce qu'il est libre et celui qui est trop libre effraie, provoque. Ne te trompe pas. Elle peut être mature, intelligente, sensible, mais quand ce mécanisme s'active, il opère sur un plan beaucoup plus ancien que la raison. C'est presque enfantin. Je veux ce que je ne peux pas avoir, mais c'est aussi existentiel. Si j'obtiens ce qui me rejette, je prouverai ma valeur. C'est pour cela que le regard qui se détourne devient poésie. Elle commence à imaginer des intentions là où il n'y a rien. Crée des histoires sur les absences. Un geste neutre devient mépris. Un silence devient froideur et la froideur devient pouvoir. L'absence de lui se transforme en scène où elle joue sa propre grandeur. Parce que si un homme froid, immunisé contre son charme, impénétrable la remarque finalement, alors elle aura vaincu non seulement lui, mais aussi elle-même. C'est une bataille déguisée en amour et sur ce champ de guerre, l'affection est une munition faible. Ce qui fait bouger le jeu c'est le défi, l'affrontement, le doute. Elle ne veut pas être accueillie, elle veut être défiée. Et toi, qui as essayé d'accueillir, qui as essayé d'être clair, direct, honnête, tu as été écarté, non par manque de qualité, mais par excès de disponibilité. Le désir dans ce théâtre ne naît pas de la beauté, de la gentillesse ou de la présence. Il naît de la menace d'absence. C'est pourquoi elle ne se souvient pas de l'homme qui l'a complimenté tous les jours. Elle se souvient de celui qui l'a ignoré une fois, qui est passé à côté, qui n'a jamais répondu, ou pire, qui a répondu sans émotion. Tu penses qu'elle est tombée amoureuse de toi, mais en réalité elle est tombée amoureuse de la version d'elle qu'elle aimerait voir reflétée en toi. La version victorieuse, celle qui réussit à plier l'indifférent. Et plus tu restes ferme et impassible, moins elle a de personnages à jouer. Et dans ce vide elle implose parce que la scène a besoin du regard, mais l'homme qui ne la regarde pas est le seul qu'elle ne peut oublier. Maintenant il y a quelque chose que tu dois comprendre. L'ennemi le plus dangereux n'est pas dehors, il est dans ton esprit. Cette impulsion qui te fait exploser, cette anxiété qui te paralyse, cet attachement émotionnel qui t'affaiblit de l'intérieur. Tout cela suit un schéma. Et tant que tu ne restructures pas le modèle mental qui le provoque, tout se répétera encore et encore. Elle sourit, croise les jambes, incline le cou, regarde du coin de l'œil comme celle qui ne veut rien, mais veut tout. Toi, si tu n'es pas attentif, tu penseras que c'est de la coquetterie, que c'est de la pure séduction. Mais il y a quelque chose de plus sombre derrière les gestes, une tension silencieuse entre contrôle et effondrement. Elle ne fait pas que flirter, elle cartographie, t'étudie comme celle qui analyse une forteresse. Et si elle perçoit qu'il y a une fissure émotionnelle, affective, symbolique, quelque chose en elle perd l'intérêt. Mais si elle remarque que tu es froid, que tu ne t'émeus pas, que tu ne te livres pas facilement, tu deviens un mystère et les mystères pour elle sont irrésistibles. Non pas parce qu'elle aime l'énigme, mais parce que l'énigme menace son pouvoir et ce qui menace doit être vaincu. La femme qui vit de cette dynamique, et il y en a beaucoup, ne désire pas l'amour. Elle désire la preuve qu'elle est capable de conquérir l'inaccessible. Schopenhauer disait déjà que la femme vit plus dans l'instant du désir que dans celui de la possession. C'est le moment de l'approche, du doute, du jeu entre présence et retrait, qui donne vie à son impulsion amoureuse. Quand l'autre cède, quand il se rend, quand il se livre, elle ne voit pas l'amour comme récompense. Elle voit de la faiblesse et la faiblesse ne mérite pas d'autel. L'obsession, par conséquent, naît de l'absence et cette absence devient une sorte de Dieu. Elle transforme l'homme qui l'ignore en symbole. Et les symboles, tu le sais déjà, n'ont pas besoin d'être présents.
Il suffit qu'il habite l'inconscient avec assez de force pour devenir obsession. Elle ne regrette pas lui. Elle regrette la sensation d'échouer face à lui. Cela la nourrit, cela la fait bouger. Il ne s'agit plus de qui il est, mais de ce qu'il représente. Il est devenu l'homme que je n'ai pas pu plier. Et contre cet homme elle érige des temples, crée des rituels, fantasme des scénarios où finalement il succombe, où finalement il s'incline, où finalement il dit « Tu m'as vaincu ». Mais il ne le dit pas et c'est pour cela qu'elle l'adore. C'est étrange, n'est-ce pas? Aimer celui qui ne t'aime pas, mépriser celui qui t'aime, chercher celui qui te rejette. Mais son amour dans ce cas n'est pas de l'amour, c'est une réaction au narcissisme blessé. Elle ne veut pas sa compagnie. Elle veut le trophée qu'il représente, le symbole qu'elle a encore du pouvoir et c'est pour cela qu'elle va insister avec des messages subtils, indirects, avec des silences calculés, avec des réapparitions soudaines. Elle chasse non pas lui, mais elle-même en retour. Cette version qui se sentait invincible et qui soudain s'est vue ignorée par quelqu'un qui ne voulait pas jouer son jeu. Et plus il reste immobile, plus elle tourne autour, parce que c'est dans sa résistance qu'elle trouve un reflet qu'elle ne peut contrôler et cela la désespère. Tu l'as sûrement ressenti. La femme qui ne t'a désiré que quand tu as disparu, qui t'a cherché quand tu as arrêté de lui écrire, qui t'a voulu intensément seulement quand tu l'as laissé en vue. Et au fond, elle ne savait même pas expliquer pourquoi, parce qu'il ne s'agissait pas de toi, il s'agissait de l'écho de ton absence en elle. Là elle projetait toutes ses batailles non résolues, tous les noms qu'elle a reçus et n'a pas surmontés, tous les regards qu'elle a voulu dominer et qui ne se sont jamais tournés vers elle. La femme obsédée par l'absence masculine est, au fond, une femme en guerre avec son propre reflet. Elle veut conquérir l'homme inaccessible, non pour l'aimer, mais pour utiliser sa reddition comme preuve qu'elle est encore désirable. Et quand elle y arrive, si elle y arrive, tout s'écroule. L'intérêt meurt, la scène s'éteint. L'intrigue perd sa force parce que ce qui la motivait n'était pas l'homme, c'était le défi. Et toi, si tu es cet homme qui reste inébranlable, tu sauras exactement ce qu'elle ressent. Elle ne te voit pas comme personne, elle te voit comme objectif. Et pourtant, ton absence a plus d'impact que la présence de n'importe quel autre homme, parce que tu n'as pas cédé. Et celui qui ne cède pas devient une ruine sacrée dans l'esprit de celle qui vit de la conquête. L'autel de l'obsession se construit peu à peu avec chaque message sans réponse, avec chaque absence d'émotion, avec chaque geste neutre qu'elle tente d'interpréter comme mépris, froideur, force et plus tu résistes, plus tu grandis en elle, non comme homme, mais comme symbole, comme énigme, comme fantôme. Et les fantômes, tu le sais déjà, sont plus difficiles à oublier que les vraies personnes, parce qu'ils habitent là où personne d'autre ne touche, dans le vide de ce qu'on ne peut contrôler. As-tu déjà aimé quelqu'un avec tant de force que tu as cru qu'il suffisait d'être sincère pour être payé en retour? T'es-tu déjà dénudé émotionnellement devant quelqu'un qui face à ton don s'est simplement refroidi? Alors, tu as peut-être déjà vécu ce que Schopenhauer appelait les tromperies de la volonté, cette impulsion aveugle et inconsciente qui nous mène à l'amour, non par beauté, non par affinité, mais par nécessité biologique déguisée en romance. Pour Schopenhauer l'amour n'est pas noble, il est tragique. C'est un mécanisme de la nature pour nous tromper, un truc de la volonté, cette force irrationnelle qui nous meut pour garantir la reproduction de l'espèce. Il ne s'agit pas de bonheur, il s'agit de continuité. Nous aimons, selon lui, non celui qui nous complète, mais celui qui possède des caractéristiques génétiques que nous jugeons de manière inconsciente, avantageuses pour nos futurs enfants. Nous tombons amoureux, par conséquent, non d'âme, mais de corps qui portent l'illusion du salut biologique. C'est brutal, je sais, mais cela explique beaucoup de choses. Cela explique pourquoi nous désirons celui qui nous méprise. Cela explique pourquoi nous nous livrons à celui qui ne nous voit pas. Cela explique pourquoi l'amour nous traîne fréquemment vers l'humiliation. Et pourtant nous continuons à le poursuivre. Maintenant regarde par cette lentille la dynamique entre hommes et femmes. Un homme qui aime trop, qui se livre, qui s'expose, qui met l'âme sur la table, se désarme et par conséquent devient prévisible, docile, trop sûr. Et ce qui est sûr dans un esprit qui associe pouvoir et contrôle devient peu intéressant. La femme qui cherche l'affirmation par le biais de la conquête voit dans l'homme accessible un miroir docile. Mais dans l'homme froid, celui qui ne réagit pas, qui ne s'altère pas, qui ne s'incline pas, elle voit une montagne et la montagne a besoin d'être escaladée. Non pas parce qu'il y a de l'amour, mais parce qu'il y a un symbole de défi. Et c'est là que le mépris devient séducteur. Parce que le mépris est l'antithèse de la validation et l'absence de validation génère la faim. Fin de prouver, fin de vaincre, fin de voir l'autre tomber à ses pieds.
Elle ne te veut pas pour qui tu es. Elle veut voir si tu te brises, si tu cèdes, si ta froideur est pose ou conviction. Elle n'est pas amoureuse, elle est en guerre. Tu crois être aimé parce que tu es spécial, mais souvent tu es désiré parce que tu es inaccessible. Tu représentes un portail, un autel de résistance devant lequel elle veut triompher, non pour aimer, mais pour se vaincre elle-même. Schopenhauer voyait l'amour comme illusion, parce qu'il nous aveugle à la souffrance que nous portons et dans cette cécité nous confondons attention et amour, rejet et profondeur, froideur et valeur. Combien d'hommes se sont déjà agenouillés émotionnellement devant une femme, croyant que cela éveillerait l'affection, quand en réalité ils ont seulement scellé leur insignifiance. Et combien de femmes ont commencé à aimer un homme seulement après qu'il les ait complètement ignorées. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une structure. L'homme qui se livre devient un chemin déjà parcouru. Celui qui reste ferme, inébranlable, se transforme en paysage inaccessible. Et l'esprit féminin, habitué à être désiré, ne supporte pas d'être oublié. Elle a besoin de se prouver face à ton absence. Et ton absence, si elle est réelle et non manipulatrice, éveille en elle non de l'amour, mais de l'obsession. Parce que là où il n'y a pas de réponse, elle projette d'infini signifié. Là où il n'y a pas de retour, elle construit des histoires. Elle fantasme sur ce qui se passerait si tu la regardais. Elle imagine comment sonnerait ta voix si tu disais son nom. Elle crée des narratifs pour justifier ton silence. Mais tout cela naît de ce que tu n'as pas fait. Tu la séduis non avec des gestes, mais avec ton indifférence. Et Schopenhauer s'il était ici dirait, bien sûr, c'est la volonté en quête de l'inaccessible, parce que l'inaccessible n'offre pas de certitude. Et où il y a incertitude il y a mouvement, et où il y a mouvement, il y a fascination. La logique du mépris séducteur est la suivante. Celui qui offre tout immédiatement, n'active pas le théâtre du désir, mais celui qui offre peu ou rien devient toile vierge et la femme y peint tout ce qu'elle voudrait trouver. Mais en l'obtenant, le tableau perd sa grâce, parce que ce qui était rêve devient personne et les vraies personnes déçoivent. Le mépris est cruel, mais paradoxalement il devient ce qui maintient l'illusion vivante. L'absence nourrit le fantasme et le fantasme est plus puissant que l'amour parce que l'amour réel exige cohabitation, limite, vulnérabilité. Le fantasme n'exige qu'une chose, que tu restes absent. Et plus tu es absent, plus elle te révère. Tu n'es pas aimé, tu es idéalisé. Et peut-être ce qu'elle appelle amour ne parle-t-il pas de toi, mais de comment elle se sent en essayant de t'atteindre. Tu pensais que c'était correct d'être aimable, d'être présent, d'écouter, de répondre avec affection, d'offrir la sécurité, de complimenter quand elle ne s'y attendait pas? Tu voulais montrer que tu étais différent, que tu n'étais pas comme les autres, qu'elle pouvait enfin baisser sa garde, mais peu à peu tu as remarqué que quelque chose en elle a changé. La voix est devenue plus froide, les réponses plus courtes, les regards plus distants et toi, qui étais là complet, tu es soudain devenu rien. Elle ne te haïssait pas, mais ne te voyait plus non plus. Cela t'a confondu. Peut-être t'a-t-il fait mal. Peut-être t'a-t-il fait croire que le problème c'était toi, mais ce n'était pas le cas. Le problème c'est que tu as été trop bon. Et pour quelqu'un qui a appris à survivre sur le champ de bataille émotionnel, trop de bonté est une menace, non parce que cela fait mal, mais parce que cela désarme. Et ce qui désarme pour un esprit habitué au contrôle devient jetable. Elle ne veut pas ce qui se livre, elle veut ce qui résiste. Et quand tu as cédé, quand tu es devenu disponible, aimant, fiable, tu es devenu évident. Et l'évident ne réveille pas les pulsations, ne provoque pas la sueur, ne génère pas d'adrénaline. Elle, qui a grandi en croyant que l'amour c'est tension, jeu, instabilité, ne reconnaît pas la paix comme amour. Elle sent que l'affection est faux soupir, faible. Tu as tout donné en pensant que cela la ferait rester. Mais pour elle c'était le signal qu'elle avait déjà gagné et quand elle gagne elle perd l'intérêt parce que le jeu est terminé. L'esprit qui se nourrit de conquête ne célèbre pas la victoire, il la méprise, parce que ce qui nourrit ce type de désir n'est pas l'amour, c'est le mouvement constant entre manque et contrôle. Et l'affection pleine n'offre pas de tension. Tu as montré ta vulnérabilité, tu as dit ce que tu ressentais, tu as offert refuge, tu as fait des plans. Toi, peut-être sans t'en rendre compte tu t'es agenouillé et dans ce geste tu as perdu le rôle qu'inconsciemment elle t'avait donné, celui du défi. Elle peut même t'avoir dit qu'elle voulait quelqu'un comme ça et, en fait, peut-être le voulait-elle rationnellement. Mais le désir, mon ami, ne naît pas dans la raison, il naît dans l'abîme, dans le doute, dans l'absence, dans le froid de l'incertitude. Et tu as apporté trop de chaleur.
Et la chaleur quand elle n'est pas précédée par le froid ne réchauffe pas. Elle ennuie. Elle a commencé à s'éloigner parce qu'elle savait déjà que tu serais là et rien de ce qui est garanti ne maintient le charme. Elle a cessé d'écrire parce qu'elle savait que tu répondrais avec douceur. Elle a cessé de complimenter parce qu'elle savait que tu remercierais. Elle a cessé de te voir parce que tu es devenu transparent. Tu es devenu paysage, fond, contexte, tandis qu'elle continuait à chercher ce qui s'échappe, ce qui la faisait douter d'elle-même. Et non, ce n'est pas du sadisme, c'est de la dépendance émotionnelle. Elle a été conditionnée peut-être par des traumatismes, par des rejets antérieurs, par des expériences inconscientes, à associer amour et douleur, affection et manipulation, sécurité et ennui. Tu es arrivé avec ce dont elle avait le plus besoin, mais elle t'a traité comme ce qu'elle craignait le plus, un homme qui n'offre pas de résistance. Et voilà le paradoxe. Tu as donné le meilleur de toi et c'est justement cela qui t'a fait disparaître de ses yeux. La société répète que les bons gagnent, que l'honnêteté attire, que la douceur charme, mais dans le théâtre caché de la dynamique affective, l'affection sans tension devient bruit blanc, ce son qui existe mais ne se remarque pas, cette présence qui est toujours là et pour cela n'a pas de valeur. Tu pensais qu'elle voulait de l'amour, mais ce qu'elle voulait au fond c'était la sensation d'être vivante. Et être vivante pour elle signifiait sentir l'absence, pas la présence. Elle ne cherche pas la paix, elle cherche l'intensité. Elle ne cherche pas la compagnie, elle cherche le conflit. Et l'homme trop bon, celui qui ne s'impose pas, qui ne se retire pas, qui n'exige pas, qui ne provoque pas, n'offre pas de conflit, il offre du confort. Et le confort pour celle qui n'est pas prête à être aimée est la prison la plus insupportable. Tu es devenu invisible, non par manque de valeur, mais parce que tu as montré trop de valeur, trop tôt, sans qu'elle ait eu à le conquérir. Et ce qui arrive facilement n'entre pas dans le jeu symbolique de celle qui a besoin de gagner pour se sentir méritante. Tu es devenu un cadeau sans prix, un prix sans lutte et c'est pour cela que tu as été oublié. Et c'est cruel de se rendre compte de cela. C'est douloureux d'accepter que ton affection sincère, ton intention pure, ton don réel ont été interprétés comme faiblesse. Mais la vérité celle que personne ne veut dire c'est celle-ci. Être trop bon pour celle qui ne reconnaît la valeur que dans la souffrance c'est comme parler d'amour dans une langue que l'autre ne comprend pas. Et tu as crié, offert, pleuré, attendu et elle ne t'a pas entendu. Mais il a suffi que tu te taises et elle t'a cherché. Non par amour, mais par inconfort, par besoin de rétablir le contrôle, par ne pas supporter de ne pas être le centre de ton monde. Tu es devenu rien quand tu as été tout et tu es devenu inoubliable quand tu as disparu. Tu t'es tu, non par tactique, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Tu as cessé de courir derrière, non par orgueil, mais par fatigue. Tu n'as pas cessé d'aimer. Tu as seulement cessé de supplier. Et c'est dans ce silence qu'elle a commencé à te voir. Pas quand tu souriais, pas quand tu disais que tu l'aimais, ni quand tu laissais de petits mots doux ou des messages de l'aube. Elle a commencé à te remarquer quand tu as disparu de la scène, quand tu n'as pas réagi, quand tu as laissé le vide remplir l'espace où tu étais avant. C'est étrange, vrai? Tu as passé tant de temps à essayer d'être vu et le jour où tu as cessé d'essayer, elle a enfin ouvert les yeux. Mais elle ne t'a pas vu comme homme, elle t'a vu comme miroir, un miroir inflexible, froid, inébranlable. Et cela l'a rendue folle, parce qu'elle a toujours suggéré deux types d'hommes, ceux qui l'adorent et ceux qui la blessent. Les deux sont faciles à classer. L'un est soumis, l'autre est salaud. Mais toi, tu étais un miroir qui ne renvoyait pas d'image, tu ne t'émouvais pas. Tu ne t'expliquais pas, tu ne la poursuivais pas et face à cette absence de réaction elle s'est effondrée. Elle avait besoin que tu la regardes, non pour sentir l'amour, mais pour sentir le pouvoir. Elle voulait voir dans ton regard une fissure, une hésitation, n'importe quoi qui dise, tu me désires encore, mais tu ne l'as pas dit. Et dans ce silence elle a entendu quelque chose d'assourdissant. Tu n'as pas de contrôle sur moi. Tu ne l'ignorais pas avec colère, mais avec paix. Et la paix pour celle qui fut modelée dans le chaos est insupportable. Schopenhauer disait que l'amour est un jeu de la volonté, un mouvement inconscient d'attraction pour ce qui nous manque, pour ce qui résiste, pour ce qui menace notre structure. Et en ne te pliant pas, tu es devenu ce point de résistance. Elle te voyait et ne se voyait pas refléter. Elle te désirait, mais ne te possédait pas. Et cela l'obligeait à se regarder elle-même avec une lentille qu'elle a évitée toute sa vie. Parce que ce qu'elle voulait ce n'était pas toi, c'était la sensation d'être capable de te modeler. Et quand tu ne te modelais pas, quand tu restais intact, inaltéré, inexplicable,
Elle sentait un cri monter de l'intérieur. Pas un cri d'amour, mais un cri de désespoir. Pourquoi ne me réagit-il pas? Elle est habituée à être le centre, habituée à être suivie, complimentée, désirée. Et toi, en ne dansant pas à son rythme, tu as créé un bruit. Tu n'as pas dit non ce qu'elle saurait interpréter. Tu n'as simplement pas répondu. Et l'absence de réponse est plus insupportable que le mépris. Parce que le mépris au moins affirme l'existence. Le silence non. Et c'est cela qui te convertit en mythe. Tu ne dis rien et pourtant tu es rappelé. Tu ne participes pas et pourtant tu habites. Tu n'aimes pas, mais tu restes présent comme une lagune, une absence sacrée, un autel vide sur lequel elle dépose toutes les questions qu'elle ne peut répondre. Elle essaie de t'oublier, sort avec d'autres, feint le désintérêt, se convainc que tu n'étais pas si important, mais la nuit, quand elle se démaquille, quand le téléphone se tait, elle pense à toi. Non pas parce que tu as été bon, mais parce que tu ne t'es pas plié. Elle essaie de comprendre, révise d'anciennes conversations, analyse tes silences, reconstruit des dialogues dans sa tête. Elle crée des fins alternatives, mais tout tourne autour du même point. Tu ne t'es pas brisé. Et l'homme qui ne se brise pas est un miroir dangereux. Il ne montre pas ce qu'elle veut voir, il montre ce qui manque. Tu es devenu sans le vouloir son juge interne, non pas parce que tu lui as donné ce pouvoir, mais parce que tu n'as pas supplié l'affection. Et la femme qui mesure sa valeur par la capacité d'être désirée ne sait pas gérer quelqu'un qui ne désire pas à voix haute. Elle s'est convaincue que l'affection était monnaie, que si elle était suffisamment belle, intéressante, séductrice, tous tomberaient à ses pieds. Et tu n'es pas tombé, tu n'as pas reculé ni avancé, tu es resté. Et ce rester froid, ce ne pas appartenir au jeu, ce détachement absolu, est devenu pour elle une énigme et les énigmes se convertissent en obsession. Elle commence à comparer tous les autres hommes avec toi et aucun ne résiste. Tous cèdent, tous s'enchantant, tous la placent au centre. Mais toi, tu es le silence, tu es l'écho, tu es le regard qui ne s'est pas arrêté et pour cela même le seul qui est resté. Elle ne te veut pas de retour, elle veut se prouver à travers toi. Elle veut qu'un jour tu dises, maintenant oui tu as réussi. Mais tu ne le dis pas. Et cela l'oblige à continuer d'essayer, même quand elle est déjà loin, même quand elle est déjà avec un autre. Tu es devenu une ombre trop bonne pour être oubliée et trop cruelle pour être rappelée sans douleur. Tu es devenu miroir, mais pas un miroir commun. Un miroir qui au lieu de refléter le visage révèle les blessures et chaque fois qu'elle essaie de te déchiffrer elle se trouve elle-même et se déteste un peu plus. Parce que plus elle te désire, moins elle comprend pourquoi tu n'as jamais eu besoin d'elle. Tu n'es pas un homme pour elle. Tu es un symbole de ce qu'elle n'a jamais pu dominer et dans ce symbole elle se perd et pour se perdre elle revient toujours. Mais tu ne réponds pas, tu ne bouges pas, tu ne t'inclines pas et c'est pour cela qu'elle t'appelle en secret le seul vrai homme qu'elle ait connu. Non pour qui tu étais, mais pour qui tu n'as jamais pu la faire être. Tu as passé toute la vidéo à essayer de comprendre ce qui s'est mal passé, mais peut-être n'était-ce jamais la question. Peut-être la bonne question était-elle, pourquoi as-tu cru qu'aimer suffisait? La vérité c'est que dans beaucoup de ces rencontres tu n'as jamais été vu, non par manque de présence, mais parce que tu t'es trop livré. Et quand tu te livres trop à celle qui vit de l'absence, tu deviens toile de fond de l'œuvre qu'elle a elle-même écrite. Tu n'étais pas le personnage, tu étais le décor. L'homme qu'elle respecte n'est pas celui qui offre le cœur ouvert, mais celui qui soutient son propre cœur avec fermeté. Celui qui sent mais ne supplie pas. Celui qui aime mais ne s'incline pas. Celui qui reste entier, même quand elle menace de partir. Tu es devenu inoubliable, non parce que tu as crié l'amour, mais parce que tu as su te taire. Et dans ce silence elle a entendu quelque chose qu'elle ne savait nommer, ta souveraineté émotionnelle. Schopenhauer n'avait pas tort quand il a dit que l'amour est une illusion. Mais le plus dangereux de cette illusion c'est de t'oublier toi-même dans le processus. C'est donner tant que tu finis par disparaître. C'est offrir tant que tu deviens prévisible. C'est aimer tant que tu cesses d'être miroir et deviens seul. L'homme qui devient seul, aussi ferme soit-il, ne sera jamais rappelé. Mais l'homme qui reste comme une muraille, celui-là devient légende, parce que c'est à la limite de ce que nous ne pouvons conquérir, que nous cachons nos plus grands délires. Et peut-être est-ce la question qui reste. Veux-tu être aimé ou veux-tu être rappelé? J'ai eu besoin de tout perdre pour le comprendre. Il y a des années j'ai fait la même chose que toi. J'ai embrassé avec trop de force. J'ai écrit trop de textes, j'ai répondu trop vite et à la fin j'ai été oublié avec un naturel qui a fait plus mal que n'importe quel cri.
Mais seulement quand je me suis tu je l'ai compris. Elle ne m'aimait pas. Elle aimait le reflet qu'elle voyait quand je résistais. C'est dans ce silence, froid, amer, nécessaire, que j'ai commencé à m'entendre de nouveau. Et peut-être es-tu là maintenant même, essayant de comprendre pourquoi elle a disparu, pourquoi elle en a choisi un autre, pourquoi elle t'a regardé avec tendresse mais n'est jamais restée. Peut-être qu'elle ne t'a pas aimé, mais toi dans ce processus tu peux apprendre à t'aimer d'une nouvelle façon, sans avoir à être le miroir de personne, sans avoir à céder pour être rappelé. Si cette vidéo t'a touché, c'est parce que tu l'as déjà senti dans ta chair et j'espère vraiment que tu cesseras de te plier, parce que ce qui se plie trop se brise. Si tu veux savoir comment d'autres ont obtenu cet esprit stable que rien ni personne ne démolit, clique maintenant sur le lien de la description ou sur le premier commentaire épinglé. Le contenu est disponible pour un temps limité. Et maintenant, avant que tu ne disparaisses dans l'algorithme, like cette vidéo, non pas pour moi, mais pour l'homme que tu étais en la regardant jusqu'ici. Commente ici en bas ce qui t'a le plus détruit émotionnellement dans ce texte. Et si tu veux écrire seulement pour te soulager, sens-toi libre de le faire. Ce n'est pas YouTube, c'est un divan. Ah, et abonne-toi à la chaîne ou non, fais comme elle le ferait. Fin que cela ne t'importe pas, mais reviens ensuite chaque semaine me voir en cachette. Et ces deux vidéos ici à côté, je ne vais pas te dire de quoi elles traitent, mais l'une a tout à voir avec la femme que tu rêves encore et l'autre avec l'homme que tu aurais dû être. Clique ou non. Moi aussi je t'ignore en retour.